Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de commencer une nouvelle petite série de vidéos où je vais présenter des petites anecdotes sur la NBA. J'ai trop de petites histoires à vous raconter, parfois je vous assure que c'est vraiment drôle. Sans plus tarder on y va avec une première histoire de porte-bonheur. Jason Terry a été pendant quasi 20 ans un athlète très important de la NBA qui a réussi à devenir le 10e joueur de l'histoire avec le plus de matchs au compteur. On est sur 1450 rencontres, c'est vraiment énorme. Un petit titre de champion en 2011, un dunk assassin de LeBron James sur son front, mais également une petite superstition qui est pour le moins unique. Alors, selon vous, qu'est-ce que ça peut être ? Une petite prière d'avant-match ? Un caleçon porte-bonheur ? Ça va bien plus loin que ça. Il dormait la veille du match avec le short de l'équipe qu'il allait affronter. Il l'a fait une fois à l'université, ça a plutôt bien marché, du coup en NBA il l'a fait toute sa carrière. Il mangeait du poulet avant chaque match, portait des chaussettes hautes jusqu'aux genoux parce que son père le faisait, et ne jouait jamais sans un bandeau sur sa tête. Alors, pourquoi pas, mais quand on y pense, c'est quand même bien chelou de faire tout ça. En 2012, il a révélé son secret à ESPN et les déclarations sont vachement drôles. Dans les équipes où je n'avais pas d'amis, avec un billet de 20 ou 100 $, je pouvais me procurer un short. Oui, j'ai soudoyé un paquet de mecs. Ça doit lui faire une sacrée garde-robe quand même. Depuis quelques années déjà, la NBA est devenue une ligue où, si tu ne sais pas tirer à 3 points, c'est chaud de réussir à te faire une place. Après, il y a toujours des exceptions, mais ils sont incroyables dans d'autres compartiments du jeu. La montée en puissance des Warriors au début de la décennie 2010 a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de la NBA. Ça tire du parking, ça balance des missiles depuis le logo, on a des copains qui commencent à devenir très chauds. Mais bref, si je vous dis ça, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Lors de la saison 82-83, les Indiana Pacers étaient ceux qui dégainaient le plus de loin et ils ont inscrit 103 tirs à 3 points en 82 rencontres. Jusque là, ça peut paraître tout à fait normal. Mais 30 ans plus tard, les choses ont bien changé. Et qui de mieux que Stephen Curry pour montrer combien le jeu a évolué depuis ses débuts ? Lors de l'exercice 2015-2016, le chef a rentré 402 paniers à 3 points à lui seul en 79 matchs. Environ 4 fois plus que toute l'équipe d'Indiana. C'est géant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Shaquille O'Neal a pas mal voyagé durant sa carrière NBA et surtout vers la fin. En février 2008, le joueur de Miami est échangé aux Phoenix Suns contre Sean Marion et Marcus Banks. En trade, c'est sûr, ça fait pas mal bouger ta vie. Nouveau coéquipier, nouvelle maison, ou dans ce cas-là villa, et surtout pas mal d'achats à faire. Mais la patience, c'est pas forcément la qualité première de notre gros Shaq. À son arrivée dans l'Arizona, il va tout simplement réaliser le plus gros achat de l'histoire de Walmart, avec plus de 70 000 $ dépensés en une seule fois. Petit problème, au moment de passer à la caisse, sa carte ne passe pas. Il reçoit un appel de quelqu'un de chez American Express totalement en panique qui lui dit « Quelqu'un a volé votre carte et a tenté d'acheter des trucs chez Walmart ?» Et sa réponse « Les mecs, c'est moi en fait !» Plus de peur que de mal, au final, il pourra repartir avec le coffre plein. Ça fait quand même cher pour des télés, des imprimantes et des ordinateurs, tout ça. Pour l'histoire suivante, on retourne le 21 avril 2018. La date n'est pas si importante en soi, mais ce soir-là, le meneur espagnol Ricky Rubio a enregistré son 6e triple-double de sa carrière. Une petite ligne de stats somme toute sympathique, avec 26 points inscrits, accompagnés de 11 rebonds et 10 passes décisives contre Oklahoma. Une victoire assez tranquille, 115-102 dans ce match 3 du premier tour des playoffs. Mais qu'est-ce que ce match avait de si particulier ? Eh bien tout simplement, cette performance était le premier triple-double réalisé par un joueur du Jazz depuis, tenez-vous bien, 10 ans. Oui, le dernier en date datait de 2008 et avait été fait par un certain Carlos Boozer. C'est d'autant plus drôle quand on sait que celui-ci s'était produit contre les Seattle Supersonics, ancêtres de l'équipe du Thunder. Depuis, aucun autre joueur n'a réussi à faire un triple-double. Du côté d'Utah, on attend toujours les 10 blocs de Rudy Gobert. Les San Antonio Spurs sont sans conteste une des plus grandes franchises de l'histoire de la NBA. 5 titres remportés, des joueurs mythiques à la Duncan, Tony Parker, George Gervin ou encore David Robinson, mais pas seulement.
La franchise texane détient à l'heure actuelle un record assez impressionnant qui pourrait bien être mis à mal dans les années à venir. En effet, les Spurs ont un bilan positif contre toutes les autres équipes actuelles de la ligue si on additionne tous les affrontements. Alors, on est assez proche des Portland Trail Blazers avec seulement 50% de victoire, ou des Lakers avec 51%, mais contre d'autres équipes c'est vraiment ouf. Sur les oppositions face aux Clippers ou à Minnesota, ce pourcentage grimpe à plus de 73%. La domination a bel et bien duré plusieurs décennies. Est-ce que vous connaissez Randy Foye ? Il a joué en NBA pendant plus de 10 ans et jamais personne n'a réussi à remarquer sa particularité physique. Il est tout simplement né avec ses organes vitaux à l'envers. Bon, alors dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, son cœur est à droite, son foie est à gauche, etc. Cette anomalie qui touche quand même un Américain sur 10 000 est appelée le situs inversus. Et on peut dire que ça n'a pas empêché l'ex-joueur de Minnesota de faire une carrière assez sympa en NBA. Ce n'est qu'à l'âge de 7 ans qu'il a appris ce qui lui arrivait, et pendant longtemps il a essayé de garder le secret parce qu'il craignait que certaines équipes soient hésitantes en connaissant sa particularité. Mais au fur et à mesure des tests, absolument tous les médecins lui ont garanti que ça n'influerait jamais sur ses performances. On peut le dire quelques années après, effectivement la NBA a vu passer dans ses rangs quelqu'un de vraiment unique. Quel est le point commun entre Davis Bertans et Gerald Green ? Je vous l'accorde, un lettonien de 2m08 et un américain de 1m98, la subtilité n'est pas forcément évidente. Tous les deux jouent actuellement dans la Grande Ligue en ayant perdu l'annulaire de leur main droite. Ce n'est pas pour les mêmes raisons, je vais vous expliquer tout ça, mais waouh, même avec cette particularité, ce sont des joueurs très sérieux avec une adresse vraiment bonne. Pour le géant des Wizards, on va dire qu'il a été un peu bête et qu'il n'a pas vraiment eu de chance. En coupant du bois avec son père quand il était plus jeune, il a tenté de retirer un morceau coincé dans une scie sans éteindre cette dernière. Et bim, malgré les gants, il a perdu une phalange. Pour son acolyte, l'histoire n'est pas non plus très réjouissante. Gerald Green est un athlète incroyable. Je pense que ça s'est déjà vu pas mal de fois au cours de sa carrière. Mais une petite bêtise de jeunesse lui a malheureusement coûté une bonne partie de son doigt. En pleine partie de basket, alors qu'il tente un dunk, il avait oublié de retirer la bague qu'il portait. Et ça n'a pas manqué, son doigt est resté sur l'arceau. C'est l'une des raisons principales de pourquoi les joueurs sont interdits de jouer avec des bijoux. Dans l'histoire de l'NBA, on a connu des très grands contreurs. Mourning, Mutombo, Olajuwon, mais aussi un petit joueur bien sympa. Manute Bol. Quand je dis petit, c'est façon de parler, parce qu'il faisait tout de même 2m31, rien que ça. On a forcément des souvenirs en tête de ces grandes paluches qui traînaient dans la raquette, et à mon avis, beaucoup d'autres joueurs ont dû en faire des cauchemars. L'anecdote la plus effrayante à son sujet reste quand même que pendant 5 saisons consécutives, il a réussi à contrer plus de 10% des tirs à 2 points tentés par ses adversaires. C'est-à-dire qu'une fois sur 10, ce n'était pas l'équipe d'en face qui manquait son tir, mais plutôt Manute qui leur disait d'aller voir ailleurs. Son fils qui joue aujourd'hui à NBA est bien différent quand on y pense. Michael Jordan est le joueur, voire même le sportif le plus célèbre de tous les temps. Et même si tout le monde connaît sa rage de vaincre, tous les titres qu'il a glanés avec les Bulls, il y a une statistique, une seule, qui peut nous permettre de comprendre pourquoi c'était un grand malade. On le sait, un joueur ne fait pas l'équipe à lui tout seul, mais avec Jojo c'est, différent. Les Bulls ont fait des gros dégâts à la fin du siècle dernier, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si Jordan arrivait à galvaniser tout le groupe, ou si c'était juste une sorte d'aura qui rendait ses coéquipiers meilleurs, mais entre novembre 90 jusqu'à sa seconde retraite en 98, l'arrière des Bulls n'a jamais perdu plus de 2 rencontres consécutives. Des chiffres qui font vraiment tourner la tête et qui montrent surtout que Michael Jordan était un joueur vraiment spécial. Et enfin, on va finir sur quelque chose de plus léger. Une anecdote un petit peu insolite pour le coup. En 2016, les Dallas Mavericks avaient vraiment un effectif de fin de cycle. L'équipe championne de 2011 paraissait vraiment loin avec la 11e place de la conférence Ouest. Ils avaient pourtant dans leur effectif 3 joueurs plutôt connus qui étaient plus liés que ce que l'on pensait. Raymond Felton, mon joueur préféré, bon, évidemment c'est une blague,
l'éternel Gigi Barria qui a presque fait toute sa carrière aux Mavs, et Deron Williams. Oui, il a joué un petit peu du côté de Dallas, mais ça sentait vraiment la fin quoi. Leur point commun ? Ils sont tous nés le même jour. Mais pas juste la date, non, ce serait bien trop simple. Dans le même effectif, on avait 3 personnes nées le 26 juin 1984. C'est totalement improbable.